La femme libérée. Vous m'envoyez désolé, mesdemoiselles, mesdames. La femme libérée n'a jamais cessé d'être une femme objet. Alors peut-être fière, mais quasiment jamais première. La seconde main du genre humain. Et même lorsqu'elle prend les devants, dans l'histoire, elle finit derrière. Mais le mode actif ne semble pas lui convenir outre mesure. C'est dans le mode passif qu'elle excelle. Qu'on lui donne ou qu'on lui retire le droit à la concurrence avec son rival masculin ne change apparemment rien à la nature du problème. Peut-être parce qu'il s'agit d'un problème de nature. Mais les féministes ont beau faire rien y fait, nous naissons femmes. Nous ne le devenons pas. Nous restons des êtres subalternes qui ont toujours du mal à éclairer les lanternes. Nous sommes en dessous. Nous n'avons pas le dessus. Et lorsque nous le prenons, il y a souvent un mâle derrière. Désolée pour les femelles et les fémènes qui rendent l'opposition homme-femme un peu trop malsaine. Mais femmes, où sont passés nos Molières, nos Baudelaire, nos Wagner? Où? Dans nos rangs, moi, je ne vois guère de génie. Parmi les grands hommes, combien de femmes? Combien? Nous sommes autres, dirait l'autre. Mais alors, pourquoi vouloir abolir la différence? Supprimer la nature de la divergence. Et si notre volonté de chance ne consiste pas à mener la danse, ça ne nous empêche pas de danser, ni de croire en notre chance. Notre volonté de puissance ne nous a pas donné davantage de puissance. Je parle de la vraie puissance, de la puissance créatrice. Et quant à notre volonté de jouissance, elle est loin d'avoir diminué nos carences, elle est même à l'origine de certaines déliquescences. Il n'y a pas moins de putain féminin, mais plus de putain masculin. Et avec notre féminisme pathétique, nous participons non à l'émancipation, mais à la prostitution de l'homme par l'homme. La femme a un rôle à jouer. Oui, mais le sien et non celui de son camarade masculin. Et on peut se le répéter même si c'est démodé, il y a une complémentarité et non pas une adversité, une affinité et non une conformité. Et sans vous manquer de respect, je vous dirais que cette guerre que vous menez pour la conquête de vos libertés diverses et variées a été préméditée et commanditée par des hommes qui gagnent à tout bouleverser. Alors, je vous ai déprimé? Mais qu'est-ce que vous préférez, in fine? Être second rôle ou de vulgaire marionnette? Enfanter ou louer votre ventre? Bon, on va essayer de refaire le portrait de quelques célébrités. Le top ou le flop 10, parce qu'aujourd'hui, désormais, tout est réversible, convertible à souhait. Alors, numéro 1, Simone de Beauvoir. Alors, ce n'est pas une femme, mais sa femme. L'ombre de son ombre, l'ombre de son chien, même si Sartre n'avait pas de chien. Elle ne remuait pas son petit doigt sans son aval qu'elle cherchait et n'obtenait jamais. Ce fut la femme du deuxième texte. Numéro 2, Simone Veil. Elle a donné du haut de sa tribune l'idée à tous les avortons d'avorter. Et elle a réussi à nous faire avaler la pilule. C'est très nietzschéen. Faire l'enfant au lieu de faire des enfants. Numéro 3, Brigitte Bardot. La femme créée par Vadim qui se prenait pour Dieu. Elle a excité tous les mâles, dégoûté toutes les femelles,
avant de se réfugier dans son monde animal. Numéro 4. Sharon Stone. Avec sa scène d'anthologie de jambes écartées et sa réplique généalogique. Vous allez m'inculper pour fumage. Non, Sharon, mais pour enfumage. Parce que vous avez réussi en tant qu'objet à soumettre tous les sujets. Numéro 5. Maria Callas. Elle a chanté sur tous les toits du monde, mais elle n'a jamais réussi à soumettre son détestable amant Onassis. Elle fut pute et soumise. Consentante, mais lui n'était pas consentant. Eh bien, c'est une constante pour nous autres femmes. D'ailleurs, au passage, je vous recommande le petit long-métrage que je lui ai consacré, Kalashnikov, visible à partir du 29 septembre. Numéro 6, Margaret Thatcher, l'anglaise, pas romantique, la femme de fer, qui vola les Malouines à l'Argentine. Elle tyrannisa jusqu'à rendre la tyrannie un objet ridicule, hors sujet. Numéro 7. Angela Merkel, notre cousine allemande. Elle ne joue pas, elle triche, même lorsqu'elle n'a aucune raison de tricher. Comme si le pouvoir ne lui était pas naturel, mais greffé, surajouté. Elle ment même quand elle dit la vérité. Alors là, il faut être sous-homme pour l'admirer. Numéro 8, Caroline Fourest. Alors là, c'est le prototype de la femme objet, de cet obscur objet de désir dans ce qu'il a de plus obscur. C'est le garçon manqué qui n'a jamais manqué une occasion pour nous rappeler à nous autres femmes qu'il faut nous comporter comme si on avait un pénis. Numéro 9, Najat Vallaud-Belkacem. Belle, plutôt que rebelle. Elle indispose les moches et remoches. Une réfugiée qui a su transformer l'essai. Alors, elle a prouvé qu'un bel objet ne peut être sinistre, même s'il est ministre. Un sourire aux lèvres suffit. Pas besoin d'idées, juste une dictée. Numéro 10, Robert Ménard. Ah, vous me direz, mais c'est pas une femme. Mais il est infâme, je vous le cède et concède. Mais il a tellement peur de se faire baiser qu'il me fait penser à une veuve effarouchée qui chasse les sorcières rien que pour faire exister la sorcellerie. Et par là même, exister. Ne la laisse pas tomber.